Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement. Mes chers amis, j'entends la clameur, je mesure la ferveur, j'imagine demain le bonheur qui pourrait être le nôtre, si nous y parvenons, vous et moi, à la victoire le 6 mai. Nous sommes nombreux, très nombreux, innombrables même, ici à Paris, rassemblés pour appeler les Français au changement. Aujourd'hui, à une semaine du premier tour, nous leur demandons de faire le choix de nous donner la force nécessaire pour être demain le prochain président de la République. Déjà, le soleil, lui, il ne chauffe pas encore. Il arrive. Nous sommes ici à Paris parce que c'est notre capitale qui symbolise pour le monde entier la Révolution française, les libertés, la culture, le rayonnement de la France. Nous sommes ici à Paris parce que c'est là, tant de fois, que s'est écrite l'histoire de la France, l'histoire de la République, l'histoire de l'Europe et même l'histoire du monde. Nous sommes ici à Paris parce que c'est là que Bertrand Delanoë a produit le grand changement il y a 11 ans. À Paris, désormais dirigé par la gauche, bel exemple de ce que nous devons faire pour l'ensemble du pays. Mes chers amis, le moment approche. Les Français vont déterminer leur destin. C'est un choix exceptionnel, dans un moment exceptionnel, que de désigner celui qui va diriger la France. Au moment où la crise est là, où l'Europe est faible et où la France a été amoindrie. Je veux vous dire ma confiance. Je sens monter, et vous aussi, un grand espoir, un espoir des profondeurs de notre pays, de vous, un espoir calme, un espoir ferme, un espoir lucide, l'espoir du sursaut, l'espoir du redressement, l'espoir de la justice, l'espoir de la jeunesse de France qui est là et qui nous encourage. Je mesure aussi les obstacles qui restent, les embûches devant nous et même les pièges d'ici le 22 avril. Nous avons d'abord à vaincre le fatalisme, la résignation et le découragement qui nourrissent l'abstention, ce retrait civique qui empêche bon nombre de nos concitoyens qui auraient tout intérêt au vote et qui s'en détournent
alors qu'ils pourraient exprimer le dernier droit qu'il leur reste. Jusqu'au bout, je vous le promets, j'irai chercher tous ces électeurs pour les sortir de leur isolement, de leurs doutes, de leur repli, et pour les appeler fièrement à construire leur avenir ensemble avec nous. Nous avons aussi à convaincre les Français qui veulent sincèrement le changement, sans savoir encore comment l'exprimer. Je leur dirai de ne pas se disperser, de ne pas se réfugier dans des votes sans lendemain, ou pire encore, de se perdre dans un vote indigne de la grandeur de la République. Je n'admets pas qu'une partie de notre jeunesse, parce que désespérée, puisse être tentée par lassitude, par frustration, d'aller dans cette dérive. Nous nous y opposerons de toutes nos forces. J'entends, à mesure que je traverse la France, les colères qui tonnent contre l'accumulation des injustices, contre les désordres du monde, contre le saccage de la planète, contre le cynisme des marchés. Il me revient, parce que je suis le candidat de la gauche, de les exprimer, de les porter. Mais parce que je suis le candidat de la gauche qui veut diriger la France, je dois traduire ces colères en actes de gouvernement. C'est ma responsabilité, revendiquer hautement, fièrement, le devoir de présider la France pour la faire avancer et de refuser la surenchère, la suspicion et la division. La gauche, elle est diverse, elle ne sera pas désunie. C'est le pari de la droite, il sera perdu. La gauche se rassemblera tout entière. Les électeurs le veulent et nous porterons cette exigence de rassemblement. Nous ferons tout pour le réaliser au premier tour. Et je rappellerai ce qu'écrivait François Mitterrand il y a exactement 31 ans, jour pour jour, à la veille lui aussi d'un premier tour en 1981. Candidat des socialistes, je suis aussi le seul candidat de gauche qui soit en mesure de l'emporter. Et je serai fort dans le scrutin de premier tour pour permettre de conduire le changement. Et c'est pourquoi je demande, disait François Mitterrand, à ceux qui veulent le changement, à ceux qui veulent une autre politique, et disait-il lui aussi à cette époque, un autre président, de me donner, dès le premier tour, tous les moyens de gagner l'élection présidentielle. Allons-nous faire, 31 ans après, ce que d'autres générations ont fait avec François Mitterrand? Je dis oui, nous le ferons. Nous avons aussi à conjurer les peurs. La droite les agite, faute de pouvoir elle-même susciter l'adhésion. Peur de l'étranger, peur de l'assister, peur de l'impôt, peur du désordre, peur des marchés, et même peur de la gauche. La droite n'a jamais fait autrement quand elle est menacée. Elle y avait réussi, c'était en 1968. Elle n'avait pas pu convaincre en 1981. Alors elle tente de nouveau l'aventure. Elle coalise les craintes, elle agite les spectres, elle attise les fantasmes. Le candidat sortant connaît sans doute la difficulté de sa situation. Il doit en être informé. Alors il n'est pas regardant
sur des arguments susceptibles d'effrayer les Français. Il a prétendu que j'allais régulariser tous les sans-papiers. C'est faux. Augmenter tous les prélèvements. Ça, c'est lui. Il l'a fait pendant 5 ans. Pour faire bon poids, il a allégué que je voulais sortir du nucléaire. C'est une fable. Il a même assuré être allé lui-même à Fukushima pour faire une étude géologique comparée avec Fessenheim. Vérification faite, il n'y est jamais allé, eh bien, il y retournera. Oui, après avoir asséné tant de contre-vérités et menacé le pays de tant de cataclysmes, de catastrophes, le voilà qui annonce maintenant que la perspective de notre victoire, souhaitons-la, affolerait les marchés. Pour l'instant, il n'y a que lui qui s'affole. Les marchés, eux, restent impassibles. Il veut les réveiller. Curieuse conception de la responsabilité pour un président. Appeler la spéculation à l'aide pour empêcher l'alternance. Il n'y parviendra pas, car le peuple français a toujours le choix. C'est lui qui décide. Il est libre, il est souverain. Et en appeler à la peur, c'est déjà battre en retraite. Et le voilà maintenant engagé dans une ultime manœuvre. Il convoque la majorité silencieuse à sa rescousse. Celle des travailleurs, dit-il, contre les chômeurs, des ouvriers contre les assistés, des Français contre les étrangers, la province contre Paris, les ruraux contre les banlieues, les sans-voix contre les élites. Mais cette France, toute cette France, ici, elle est rassemblée, elle est réunie, elle n'est pas divisée. Je ne connais qu'une seule France, celle qui est fière de son unité, qui détermine pacifiquement, tranquillement son avenir. Et je récuse cette façon pernicieuse de dresser la moitié de la France contre l'autre, comme si elle n'avait pas, chacune d'entre elles, la même volonté de servir le pays avec loyauté et avec fidélité. Il n'y a pas d'un côté une minorité bruyante, et de l'autre une majorité silencieuse. Il y a simplement l'expression à un moment, dans une élection, de la volonté générale à travers le suffrage universel. Le bulletin de vote est la plus belle prise de parole qui soit. Et la seule majorité que je connaisse, c'est celle qui se dégage des urnes. Et cette majorité tranquille, cette majorité confiante, cette majorité décidée à prendre en main la conduite du pays, cette majorité populaire, dimanche prochain, ce sera nous. Cette majorité, je vous l'assure, ne sera pas silencieuse, elle sera audacieuse. Ce sera la grande, la belle majorité du changement. Et elle aura un seul visage, le visage de la France. Mais parmi les embûches encore qui sont devant nous d'ici le premier tour, et même pour le second, nous avons aussi à nous méfier de nous-mêmes. Repousser l'anesthésiante euphorie,
celles qui voudraient que nous ayons gagné avant que le premier bulletin de vote n'ait été glissé dans l'urne. Cette anesthésie qui confond sondage et élection, prédiction et scrutin, pronostic et résultats. Alors nous aurions perdu la mémoire. Nous n'avons pas assez payé le prix de ces illusions pour y succomber de nouveau. Ne nous laissons pas engourdir par les fausses évidences, les coupables servitudes ou même les tentations des plus empressés de se partager des postes alors que nous n'avons rien gagné et que c'est le peuple français qui nous donnera la responsabilité du pays. Non, une victoire, elle ne se proclame jamais, elle se mérite, elle se conquiert, elle s'arrache et c'est notre tâche, la mienne et la vôtre. J'ai reçu de vous, c'était au mois d'octobre dernier, une mission. Je m'y tiens. Vous m'avez demandé de vous rassembler, c'est fait. De réaliser l'alternance, ça vient. Et de réussir le changement, c'est demain. Je ne me suis pas détourné de cet objectif. J'ai tenu mon cap, imposé ma cohérence, démontré ma constance. J'ai résisté aux polémiques grotesques, aux attaques insidieuses, aux dénigrements ridicules. Il y a eu, comme toujours, des fluctuations. Je n'ai jamais douté. Il y a eu des épreuves. Je pense à Toulouse, à Montauban. Nous avons veillé au respect des douleurs des familles et salué le travail des forces de sécurité. Mais rien ne nous a détournés de notre combat. Nous n'avons rien caché non plus de nos intentions. J'ai présenté, c'était à la fin du mois de janvier, au Bourget, et vous étiez déjà là, mes 60 engagements. Ils ont été évalués, chiffrés, commentés, mais heureusement diffusés par vous. Quand le candidat sortant a préféré exposer ses propositions dans l'improvisation, le désordre, l'inconséquence. Le voilà qui promet, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, en une après-midi en Corse, 1 milliard d'euros. Heureusement qu'il n'y est pas resté plus longtemps. Nous, ce n'est pas notre méthode. Nous n'inventons pas des propositions au fur et à mesure de la campagne. Et d'ailleurs, si ces propositions sont bonnes, ce qui reste à démontrer, pourquoi ne les a-t-il pas réalisées déjà? Et si elles ne le sont pas, pourquoi lui donner 5 ans de plus pour les engager? J'ai décrit aussi, par le souci qui m'anime de clarté et de transparence devant les Français, ce que seraient les premières semaines, les premiers mois de notre action, quand le candidat sortant cache ses intentions et son projet. Bref, je l'ai dit et je le répète devant vous, aujourd'hui, je suis prêt à vous représenter au second tour de l'élection présidentielle. Prêt à gagner le 6 mai et prêt enfin à présider la France. Ça se réchauffe. Même en haut, ils nous écoutent. Reste l'essentiel dans une démocratie, c'est le vote. Et c'est le sens de l'appel aux Français que je lance aujourd'hui ici à Paris. Mes compatriotes, il faut d'abord venir voter. Votez pour vous-même. Votez
pour la République, votez pour la France, mais venez voter. Je vous appelle aussi à prononcer un jugement sévère sur le quinquennat qui s'achève. La sanction est légitime, elle est nécessaire, elle est même morale. Tant de promesses non tenues, tant de décisions non réfléchies, tant de comportements non maîtrisés, tant d'échecs non assumés qui justifient un mandat non renouvelé et un quinquennat non reconduit. C'est la règle. Il n'y a pas de ma part quelque vindicte que ce soit. Je n'ai aucune revanche à prendre, aucun ressentiment. J'affirme simplement l'évidence. Pourquoi prolonger ce qui a failli? Pourquoi continuer avec de si piètres résultats? Pourquoi poursuivre dans un sens qui n'est pas le bon et avec une méthode qui est la pire? Voilà. Il faut d'abord en finir avec le quinquennat qui s'achève, tourner la page, clore la parenthèse, fermer le banc. Je sens que beaucoup de Français le veulent, me le disent, avec insistance, avec constance et parfois avec véhémence. Mais l'appel que je lance n'est pas simplement le rejet du candidat sortant, c'est de porter un projet pour la France. Ma responsabilité, elle est plus élevée. Il ne suffit pas de récuser une équipe, une majorité, un président sortant, de condamner un bilan. Ma responsabilité, c'est d'ouvrir un nouveau temps, de distribuer une nouvelle donne et de fixer une nouvelle frontière pour une nouvelle France qui doit espérer demain dans son destin. L'enjeu de cette élection, c'est la France et d'abord sa jeunesse. Entendez son souffle, la jeunesse. Entendez sa force. Entendez son impatience. Cette jeunesse, elle doit retrouver confiance en elle, trouver toute sa place dans son propre pays. Je parle de toute la jeunesse, dans sa diversité, celle des quartiers, celle qui nous offre les visages colorés de la République, qui est une chance pour la France et non pas un fardeau, comme certains voudraient le dire. Et c'est pourquoi j'ai affirmé que la grande priorité du prochain quinquennat sera l'école, l'éducation. Je revendique les 60 000 postes d'enseignants, de surveillants, d'assistantes sociales, d'infirmières, de tous ces personnels qui assureront l'avenir de nos enfants. Et d'abord, au début de leur vie scolaire, en maternelle, en primaire, et notamment dans les quartiers et dans les filières qui ont été sacrifiées par tant de suppression de postes. Aucun enfant de la République ne sera oublié, délaissé, abandonné. Voilà l'engagement que je prends ici devant vous. Voilà pourquoi aussi j'ai lancé la belle idée du contrat de génération, que j'ai réaffirmé 150 000 emplois d'avenir et le parcours d'autonomie pour les jeunes, parce que je veux faire accéder une génération à l'activité, aux responsabilités, à la dignité et à la réussite. Et c'est dans le même esprit que je veux assurer la transition écologique, énergétique, pour que nous transmettions à notre génération qui arrive, non pas une dette, comme c'est le cas aujourd'hui, mais un crédit sur lequel elle puisse elle-même investir pour son avenir. L'enjeu de cette élection, c'est le redressement de la France. La France, ce n'est pas simplement la crise qui l'a affaiblie, c'est une suite de politiques incohérentes, faites d'abandon industriel
et de cadeaux fiscaux irresponsables, parce qu'injustes. Le défi qui nous attend est immense, et je le mesure. Réduire la dette, rééquilibrer nos comptes, renforcer nos filières industrielles, l'automobile, la sidérurgie. Je sais qu'il y a ici des salariés d'ArcelorMittal et je les salue. Rétablir notre compétitivité, donner à nos entreprises plus de moyens pour investir. Bref, c'est une mobilisation générale qu'il faudra décréter, comme à d'autres périodes de notre histoire. Nous aurons à dominer la finance, à faire la réforme des banques, à séparer les activités de dépôt des activités de spéculation, à interdire des produits financiers qui n'ont pas leur place dès lors qu'ils offrent au marché des moyens et des instruments pour affaiblir les États. Nous aurons, pour relever ce défi, besoin de tous, de l'État, des collectivités locales, mais aussi des entreprises, des partenaires sociaux. Et c'est la raison pour laquelle nous créerons une banque publique d'investissement, nous soutiendrons les PME, nous ferons confiance aux territoires par un nouvel acte de décentralisation et nous respecterons les partenaires sociaux, aussi bien les organisations patronales, nous ne les maudissons pas, mais aussi les syndicats que nous respectons. Et nous élargirons la démocratie dans l'entreprise en permettant la représentation des salariés au conseil d'administration des grandes entreprises pour être informés de ce qui se passe dans les lieux de production. Nous avons de nombreux atouts. La vitalité démographique, à condition que nous donnions à la jeunesse la place qu'elle attend, mais aussi le niveau de notre épargne, qui est l'un des plus élevés d'Europe, et qui nous permettra, si nous en faisons bon usage, de nous libérer des marchés financiers, ou en tout cas de leur influence. Le patrimoine des Français est 6 fois supérieur à la dette publique. La France n'est pas en faillite, même si ce sont ses dirigeants qui ont failli. Eh bien, mon projet, c'est de mobiliser l'épargne des Français au service du redressement de notre pays. C'est ma proposition, de doubler le plafond du livret A pour qu'il y ait davantage de fonds qui s'investissent dans les logements sociaux et dans les constructions. C'est ma proposition de créer un nouveau livret d'épargne pour que les fonds qui seront déposés soient mis à la disposition de la Banque publique d'investissement et des PME pour investir, pour embaucher, pour exporter. Oui, voilà la belle idée. Mettre l'épargne des Français, chacun de vos placements, au service de la croissance pour tous. Et cela vaut aussi pour l'État. Je souhaite que des obligations européennes soient créées, que les citoyens puissent les souscrire. C'est au peuple d'investir dans les gros projets d'un pays ou de l'Europe et pas simplement au marché financier. C'est à nous qu'appartient le patrimoine de nos écoles, de nos services publics, de nos universités. C'est un bien commun et ce bien ne doit pas appartenir au marché sur les États. L'enjeu, c'est aussi l'égalité, l'âme de la République, l'égalité devant l'impôt. Nous la ferons, cette réforme fiscale tant attendue, qui appellera la contribution de chacun en fonction de sa fortune ou de ses revenus. Ceux du capital seront imposés comme ceux du travail. Nous plafonnerons les niches fiscales, nous rétablirons l'impôt sur la fortune, nous modulerons l'impôt sur les sociétés selon la taille de l'entreprise ou selon que le bénéfice est réinvesti ou distribué aux actionnaires. Nous n'accepterons pas des rémunérations indécentes et celles et ceux qui menacent de quitter le territoire devraient comprendre que leur premier devoir est de servir leur pays, surtout quand ils en sont les principaux dirigeants. L'enjeu, c'est l'égalité. L'égalité devant la protection sociale, devant la santé. L'hôpital public sera de nouveau considéré comme un service public et pas comme une entreprise.
Nous lutterons contre les dépassements d'honoraires, éviterons les déserts médicaux, rémunérerons différemment les médecins de ville pour leur permettre de s'installer là où c'est difficile. Nous ferons l'égalité aussi dans l'accès à la retraite. Ceux qui sont entrés tôt dans la vie professionnelle doivent pouvoir partir à 60 ans quand ils ont leurs annuités. L'égalité, l'égalité toujours, égalité entre les femmes et les hommes, lorsque, pour le même travail, le même diplôme, il n'y a pas la même rémunération, eh bien nous corrigerons cette humiliation qui frappe tant de femmes dans les entreprises. Nous lutterons contre toutes les discriminations, discrimination à l'embauche, quand on vient de certains quartiers, discrimination qui frappe aussi les personnes handicapées. Et nous lutterons aussi contre toutes les discriminations par rapport à l'orientation sexuelle. Ça sera le droit au mariage pour tous. Voilà l'esprit d'égalité. L'enjeu en 2012, c'est la République. Exemplarité de l'État, la fin des protections, justice indépendante, impartialité dans les nominations. Et puis, charte éthique au sommet de l'État, ça nous changera. L'enjeu, c'est la République, et donc c'est la laïcité qui devra être promue comme une grande valeur autour de laquelle un pays doit se rassembler et non se diviser. L'enjeu en 2012, c'est aussi la France en Europe et dans le monde. Oui, nous sommes attendus. Et je sais ici qu'il y a des hommes et des femmes qui viennent de loin, de l'Allemagne, d'Espagne, et on m'a même dit de Suisse, partout en Europe et ailleurs. On attend le vote de la France. On espère le changement. Chacun sait que si je suis demain le président de la République, il y aura une renégociation du traité, que l'austérité ne sera pas la seule norme, la seule règle, que la croissance sera portée. Oui, c'est un vote européen que vont faire les Français. Décider non seulement de leur avenir, de leur destin, mais aussi de celui de leur continent. Je le rappelle, ce qui va se décider maintenant va conditionner pour longtemps la direction de l'Europe. Nous sommes également attendus partout dans le monde, de l'autre côté de la Méditerranée, au Maghreb, en Afrique, où l'on attend du respect de nous, de la solidarité et en même temps aussi de la dignité et de la lutte intransigeante contre toutes les corruptions et pour que la démocratie ne soit pas simplement une valeur de circonstance, mais une valeur universelle proclamée partout. Oui, nous savons aussi les graves situations qui existent au Sahel, en Syrie, en Iran, et nous prendrons, là encore, nos responsabilités. Que le monde soit bien informé. La France sera toujours présente, là où il s'agit de défendre la démocratie, de lutter contre la prolifération nucléaire, ou d'éviter les désordres du monde, y compris sur la grande question climatique. Nous reprendrons l'initiative et l'offensive. Sur l'Afghanistan, j'ai dit clairement, et ce serait sans doute la première décision que j'aurai à prendre au nom du peuple français s'il m'en donne mandat, nous retirerons nos troupes d'Afghanistan.
Et à la fin de l'année, la mission sera considérée comme accomplie. L'enjeu, je vous l'ai dit, c'est la France. Et la gauche doit être à la hauteur de la France elle-même. C'est quand la gauche rencontre l'histoire de notre pays qu'elle réalise de grandes choses dans de grandes heures. La grandeur de l'histoire, ce sont les journées révolutionnaires de 1789, de 1830, de 1848, de 1871, où les plus humiliés, les plus humbles ont pris en main leur destin. Ce n'était pas encore la gauche, mais c'était déjà le mouvement, c'était déjà la République en marche. La grandeur de l'histoire, c'est lorsque la République elle-même a apporté au peuple de France la liberté et l'égalité et offert à tous les peuples du monde ce que nous avions de plus cher, l'esprit des Lumières. La grandeur de l'histoire, c'est Léon Blum qui, avec le Front populaire, a permis à tous les travailleurs de France de relever la tête et de partir enfin en congé. La grandeur de l'histoire, c'est la résistance, ces femmes et ces hommes qui sauvèrent l'honneur de la patrie. Et je pense à Raymond Aubrac aujourd'hui qui vient de rejoindre sa femme Lucie. Honneur à ces hommes et à ces femmes qui n'étaient pas tous de gauche, mais qui ont servi la France et la République. La grandeur de l'histoire, c'est aussi Pierre Mendès France qui, en 7 mois de gouvernement, fit davantage pour la France que tant d'autres en 5 ans. La grandeur de l'histoire, c'est François Mitterrand qui fit de l'alternance une chance pour la France et pour l'Europe. La grandeur de l'histoire, c'est Lionel Jospin et les grandes avancées économiques et sociales de son gouvernement. Eh bien, la grandeur de l'histoire, ce sera demain, c'est-à-dire dans 1 semaine, dans 3 semaines, de prolonger ensemble la marche vers le progrès, vers les conquêtes, vers la fierté. La grandeur de l'histoire, ce sera pour nous de renouer le fil, d'écrire la suite de la grande aventure de la République. La France est une grande nation, au génie si particulier. Je refuse l'idée qu'elle devrait venir quelque chose d'autre, qu'elle se soumette, qu'elle ressemble à un modèle étranger. Nous n'avons pas à copier les autres, pour lesquels nous avons du respect, de la considération. Nous n'avons pas à regarder de l'autre côté du Rhin ou de l'autre côté de l'Atlantique. Nous avons simplement à nous regarder nous-mêmes, à regarder notre histoire et à savoir que nous avons toujours été capables de surmonter nous-mêmes les épreuves. La France n'est pas un problème, elle est la solution. Pendant tous ces mois où j'ai fait campagne en votre nom, j'ai mesuré la responsabilité qui serait la mienne si les Français m'accordaient leur confiance. Je vous l'ai dit, je suis prêt à présider la France. Et je vais vous dire comment. Je serai le président d'une République qui sera plus forte que les marchés, d'une France qui sera plus puissante que la finance. Je n'ignore rien des difficultés. Je sais aussi ce qu'une politique imprudente pourrait nous conduire à supporter. Je ne connais pas les forces qui sont autour de nous. Je sais ce que sera la difficulté de la tâche, mais je ne me soumettrai pas. J'ai des propositions qui permettent à la fois de tenir nos engagements, d'avoir le sérieux nécessaire, de respecter les disciplines indispensables et en même temps d'ouvrir un nouveau chemin pour la croissance, pour la justice, pour la solidarité, pour la jeunesse de France. Je serai le président
de la fin des privilèges, ceux de l'État, ceux des puissants, ceux de l'argent. Je refuse que, pendant que certains s'enrichissent sans limite et s'accordent des rémunérations scandaleuses, la pauvreté s'aggrave, que 8 millions de nos compatriotes vivent au-dessous du seuil de pauvreté, que la précarité s'étende, que certains ne savent pas ce qu'ils vont pouvoir faire non plus à la fin du mois, mais à son milieu. Oui, je n'appelle pas cela l'assistance, la générosité, j'appelle ça la solidarité nationale. Je serai le président de la cohérence, avec un cap que je tiendrai, avec un mandat qui sera lui-même, avec des étapes, d'abord le redressement, puis ensuite la redistribution de ce que nous aurons créé, d'abord des réformes structurelles, puis ensuite la capacité qui sera la nôtre d'agir pour le logement, pour la santé, pour les services publics, bref, pour tout ce qui améliorera la vie de chacun, mais à la condition que nous ayons créé les richesses nécessaires. Je serai le président de la justice. Avant toute décision qui me sera soumise, je ne me poserai qu'une seule question. Est-ce que c'est juste? Si ça l'est, je signerai. Si ça ne l'est pas, j'écarterai toute mesure qui ne sera pas fondée sur l'équité, la justice et la conscience de l'égalité. Je serai le président de la réconciliation, parce que c'est ensemble que nous réussirons. Pendant trop d'années, et notamment les 5 dernières, les Français ont été opposés les uns les autres, ont été séparés, ont été stigmatisés. C'en est fini. Tous les Français qui voudront s'associer à l'effort qui sera le nôtre, à l'élan que nous donnerons, seront les bienvenus. Nul ne sera écarté selon sa sensibilité, sa famille politique. Chacune et chacun sera à sa place dans la France. Et chaque citoyen sera fier d'être français parce qu'il sera reconnu, respecté, considéré et regardé comme un atout pour notre pays. Être président de la République, c'est réunir la nation autour d'une cause essentielle qui nous dépasse, qui nous élève. Cette cause-là, je l'ai appelée le rêve français. Cette possibilité donnée à chaque génération de vivre mieux que la précédente. Eh bien, quand un peuple partage un rêve, quand chacun s'associe à cette espérance, alors je vous le dis, l'espérance est crédible et le rêve est possible. Être président, c'est donner confiance aux Français. Être président, c'est fixer la direction, mettre la société en mouvement. Être président, c'est respecter les citoyens, leurs représentants, leurs corps intermédiaires, les élus de la République, les syndicats, les associations, les militants de plein de causes, les organisations non gouvernementales. Bref, c'est être capable de comprendre que le pouvoir ne se conduit pas seul, mais se partage. Sinon, c'est une impuissance doublée d'une intolérance. Dans la République, il y a ceux qui ont été mandatés par le suffrage, et le président est le premier d'entre eux. Mais moi, aujourd'hui, je ne vous demande pas de m'aider, je vous demande d'aider la France, d'aider à son redressement, d'aider à sa justice, d'aider à son espérance. Qui parmi vous n'a pas envie de participer au redressement de notre pays? Personne. Qui parmi vous n'a pas envie d'apporter sa contribution à une France plus juste? Personne. Parce qu'au fond de vous-même, vous êtes fiers. Vous vous dites, je suis citoyen français et je veux regarder ce que ma nation est capable de faire. Nous sommes des patriotes. Le drapeau français ne doit pas être aimé simplement que dans les stades, mais quand il flotte au fronton des écoles, au milieu des quartiers les plus pauvres, et comme ici, partout,
dans le rassemblement que nous faisons. Oui, le drapeau, quand il garde l'entrée de nos tribunaux, où la justice de la République est rendue, à condition qu'elle soit indépendante, et quand notre drapeau est associé à nos brevets, à nos médecins, à nos chercheurs, à nos prix Nobel, mais aussi à nos ouvriers, à nos ingénieurs, à nos entreprises, oui, nous sommes fiers d'appartenir à la nation. Et quand notre drapeau se mêle à celui de l'Europe, nous sommes conscients de notre devoir de nation, qui doit être aussi de conduire l'Europe vers son nouveau destin. Voilà pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. Maintenant, c'est vous, peuple de France, qui allez décider. Dans une démocratie, un vote vaut un vote. Ce qui compte, ce n'est pas d'être les plus riches ou les plus puissants. Ce qui compte, c'est d'être les plus nombreux. Soyez les plus nombreux. Décidez de votre avenir. Prenez ce pouvoir qui vous est offert, celui du vote, celui du suffrage, celui de la décision libre et consentie. Le pouvoir n'est la propriété de personne. Le pouvoir, c'est celui du peuple français qui l'exerce, des citoyens qui l'accomplissent et qui le veulent. J'en suis sûr, rien ne nous empêchera d'arriver à l'objectif que nous nous sommes fixés si vous vous mettez en mouvement. Ne craignez rien. Ils sont sans doute prêts à tout. Mais nous sommes prêts à diriger la France. Et ils disent, après nous, le chaos. Non, après eux, ce sera le changement. Ils feront peur, nous donnerons l'espoir. Ils avertiront, vous avez le temps. Nous répondrons non, c'est maintenant que nous voulons venir. Maintenant, en 2012. Nous avons trop attendu, 10 ans déjà dans l'opposition. Et depuis 1988, pas une élection présidentielle gagnée. Alors, oui, nous avons le devoir de victoire. Mon appel est clair. Tous ceux qui veulent le changement doivent l'assurer dès le 22 avril. Tous ceux qui veulent l'alternance doivent la vouloir tout de suite, dès le 22 avril. C'est ce jour-là, que la France va décider de changer d'avenir, de changer de politique, de changer de président. Donnez-moi la force nécessaire, le 22, pour vous conduire à la victoire le 6 mai. Comme à d'autres moments de notre histoire, c'est la levée en masse, celle des électrices et des électeurs, celle des Français qui vont prendre en main leur destin. La victoire pour le redressement, la voulez-vous? La victoire pour la justice, la décidez-vous? La victoire pour la jeunesse, l'engagez-vous? La victoire pour la France, la désirez-vous? Et la victoire pour toute la République, pour la France, enfin, la voulez-vous? Alors, la victoire, c'est dimanche prochain, avec vous tous. Et la victoire, ce sera le 6 mai pour la France et pour la République. Merci d'être venus si nombreux. Merci de votre enthousiasme, merci de votre engagement. Merci de vos encouragements. Rien, je vous le dis, rien ne nous arrêtera, rien ne nous empêchera. Nous sommes là, nous serons là demain au service de notre pays. Vive la République et vive la France.
maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant que nous avons une chance et qu'il faut la saisir. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. c'est maintenant qu'il faut relever la tête. C'est maintenant qu'il faut faire les bons choix. C'est maintenant que nous avons une chance et qu'il faut la saisir. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. C'est maintenant que tout commence. C'est maintenant Maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant que nous avons une chance et qu'il faut la saisir. Le changement, c'est maintenant. 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 Le changement.